Les États membres de l'ONU, Israël y compris, sont ipso facto liés au statut de la Cour internationale de justice. Cette juridiction, dont nous parlons beaucoup en ce moment, est un organe principal de l'ONU. C'est d'ailleurs le seul organe juridique et non politique, à la différence de l'Assemblée générale ou du Conseil de sécurité. Cet organe judiciaire siège depuis 1946 à La Haye et a une compétence générale, c'est-à-dire qu'elle va se pencher sur toute question juridique, environnement, économie, traités, etc., et pas seulement sur le génocide qui nous amène à en parler aujourd'hui. Elle a deux missions. D'abord, elle règle les différends entre les États, à la demande des États. La deuxième mission est consultative. Elle rend des avis sur les questions juridiques que lui posent des organisations. Elle a rendu ainsi, depuis 1946, à peu près 130 décisions et 30 avis concernant l'ensemble des domaines du droit international, de l'édification du mur dans le territoire palestinien occupé à la conformité au droit international de l'indépendance du Kosovo. Elle est composée de 15 juges, élus par tiers pour 9 ans et qui sont rééligibles. Ces juges ne représentent pas leur gouvernement. Ce sont des magistrats indépendants, ce sont des experts, ils ont des immunités semblables à celles des diplomates. Ils sont élus non pas à raison de leur nationalité, surtout pas, ils sont élus eu égard à leurs compétences, leur expertise. Ils sont donc soit des juges des juridictions suprêmes dans leur pays d'origine, soit des professeurs de droit international. Et lorsque dans une affaire, la Cour n'a pas de juge de la nationalité d'un des États en cause, alors cet État peut demander à ce que soit nommé un juge ad hoc. C'est ce qu'a fait Israël dans l'affaire récente en demandant la nomination du juge Barak. Mais attention, ce juge ne représente pas Israël, il le dit clairement dans sa décision, il connaît bien Israël, il n'est pas un agent israélien, il est un agent du droit. La Cour a donc deux compétences. D'abord une compétence contentieuse entre les États. Seuls les États peuvent demander à saisir la Cour pour qu'elle tranche et qu'elle rende une décision. Le principe est que la saisine de la juridiction est facultative. Les États ne voient leur affaire soumise à la Cour que s'ils y consentent. Et par exception, cette juridiction devient obligatoire, mais uniquement lorsque les États se sont engagés à l'avance, dans un acte juridique contraignant, à soumettre leur affaire à la CIJ. Et c'est le cas dans l'affaire Afrique du Sud contre Israël. La Cour va ensuite statuer. Conformément au droit international, elle applique ce droit, uniquement ce droit. Elle est d'ailleurs juge de sa propre compétence. Il y a en effet une phase préliminaire au cours de laquelle, généralement au moins un des États, va contester la compétence de la Cour. Le juge serait incompétent, la requête est irrecevable, il n'y a pas d'intérêt à agir, il n'y a pas de conflit juridique ici, etc. Et ça, c'est une question importante parce qu'elle mobilise une grande partie des ressources de la Cour et ralentit la justice. Et de nombreuses affaires, au moins plus de 40, entre 1946 et 1980, n'ont pas pu être traitées, juste parce que la Cour s'est déclarée incompétente. La Cour peut également fixer des mesures conservatoires s'il y a un risque d'aggravation d'un différend ou un préjudice irréparable imminent. Elle l'a fait à plusieurs reprises, dans des affaires opposant les États-Unis à l'Iran, la Bosnie à la Serbie, et c'est le cas ici. L'Afrique du Sud a demandé des mesures conservatoires. La Cour ne procède pas à un règlement pour l'avenir, elle ne se prononce pas de façon générale, elle se prononce uniquement sur le différend qui lui est soumis, et elle a une autorité immense. Cet exposé préalable étant établi, Israël est concerné dans 3 affaires. Une affaire contentieuse, la récente affaire Afrique du Sud contre Israël, et 2 procédures consultatives, l'une sur les conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé qui a été introduite en 2003 et tranchée en 2004, l'autre, beaucoup plus récente, introduite récemment, sur les conséquences juridiques qui découlent des politiques et des pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé et qui est encore pendant. Elle semble d'ailleurs passer inaperçue. L'ensemble de ces affaires, de ce contentieux, traduit une volonté de lutter autrement pour la Palestine contre l'injustice qu'elle semble ressentir. Et c'est le temps d'une judiciarisation du droit international, coincée entre des demandes légitimes d'une part et son instrumentalisation d'autre part, dans un système dans lequel le recours au juge est et devrait rester exceptionnel. La première affaire, contentieuse, est celle qui oppose donc l'Afrique du Sud à Israël et dont on parle beaucoup en ce moment. En substance, en décembre 2023, la République sud-africaine demande à la Cour de se prononcer sur des manquements allégués par Israël à la Convention sur le génocide dans la bande de Gaza. L'invocation de la Convention sur le génocide a un sens, elle tient au fait que l'article 9 de la Convention prévoit la compétence de la Cour lorsque 2 États sont en opposition au sujet de l'interprétation d'une convention. Il n'y a pas de clause similaire pour d'autres crimes en droit international, pour le crime de guerre, pour le crime d'apartheid, pour le crime contre l'humanité. La contrepartie malheureuse, c'est que cela devient un forum shopping dont les juges ont parfaitement conscience et rendent des décisions très mesurées. En l'espèce, l'Afrique du Sud ajoute une demande en indication de mesures conservatoires et elle demande à la Cour de dire qu'Israël doit suspendre ses opérations militaires, prendre des mesures de protection de la population palestinienne contre des actes de génocide, conserver des éléments de preuve et établir un rapport. La Cour conclut effectivement que la situation justifie l'indication de mesures conservatoires, tout en précisant qu'elle n'est pas tenue par celles qui sont sollicitées par l'Afrique du Sud. Et elle demande alors à Israël de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la commission d'un génocide, faciliter l'assistance humanitaire aux Palestiniens de Gaza, s'assurer de la conservation des éléments de preuve éventuels relatifs à des actes de génocide, punir éventuellement les actes d'incitation au génocide et de rendre un rapport au sujet de l'ordonnance en question. Assez curieusement, la Cour ajoute qu'elle est gravement préoccupée par le sort des personnes enlevées et détenues depuis le 7 octobre 2023 par le Hamas. Et elle appelle à la libération immédiate et inconditionnelle de ces otages. Or, ce dernier point n'a aucun rapport avec le sujet soumis à la Cour. D'autres situations pourraient alors mériter la préoccupation
déclaration de la Cour. La Cour crée ici un lien entre les otages et le sujet du génocide, demandant à la communauté internationale de ne pas détourner les yeux d'une situation humanitaire, de ne pas se tromper sur le rôle d'Israël et, sans donner un fondement légal à l'intervention d'Israël, elle rétablit l'équilibre des souffrances et des responsabilités. La suite de l'affaire prendra encore quelques années, mais le pronostic judiciaire est assez simple. Dans un an et demi, la Cour dira qu'elle a compétence pour traiter de l'affaire. Dans 3 ans, elle nous dira qu'il n'y a pas de génocide dans une décision mesurée, qui insistera toutefois sur de graves violations du droit international humanitaire, en rappelant l'absence des éléments constitutifs du crime de génocide. Cela ne signifie pas que la décision ne sera pas un moment difficile pour Israël, mais la réprobation juridique ne sera pas celle du génocide. La lecture des opinions complémentaires ou dissidentes des juges sera alors particulièrement intéressante. Maintenant, nous allons parler des avis concernant Israël. La procédure est dite consultative, elle n'est ouverte qu'aux organes principaux de l'ONU, l'Assemblée générale, Conseil de sécurité, et à quelques organisations internationales. Et non pas aux États. Aucun État ne peut amener une affaire concernant Israël devant la Cour pour qu'elle rende un avis. Tout simplement parce qu'on ne voudrait pas imposer une situation à un État qui n'aurait pas accepté la juridiction de la Cour. Ces avis ont un caractère consultatif. Ils ne s'imposent donc pas. Ils n'ont pas force obligatoire. Ils représentent une opinion. C'est quand même l'opinion de la Cour, avec l'immense autorité morale qu'elle véhicule. Les avis consultatifs, depuis 1948, ont porté sur des sujets très divers. L'admission d'État à l'ONU, la réparation des dommages subis au service de l'ONU, le statut territorial du Sahara occidental, le statut territorial des îles de Chagos à l'île Maurice, la licéité de la menace ou de l'emploi de l'arme nucléaire. Parlons du premier avis concernant Israël, les conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé en 2004. L'Assemblée générale des Nations unies a donc demandé à la Cour un avis consultatif sur la question suivante: quelles sont en droit les conséquences de l'édification du mur qu'Israël, puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris sur le pourtour de Jérusalem-Est. La Cour a estimé que le tracé du mur pouvait préjuger de la frontière future entre Israël et la Palestine, créant un fait juridique accompli, une annexion de facto. Le tracé correspondrait à une validation de mesures illégales prises par Israël. Ce tracé constitue donc un obstacle grave à l'exercice par le peuple palestinien de son droit à l'autodétermination. La Cour a conclu en plus que les conséquences de la construction du mur sur la vie quotidienne des habitants de ce territoire palestinien occupé violent leurs droits garantis par la 4e Convention de Genève et d'autres droits reconnus par le droit international, le droit au travail, le droit à la santé, etc. Dans la continuité de ce raisonnement, la Cour a considéré que ce mur, doublé de l'existence de colonies de peuplement, tendait à modifier la composition démographique du territoire palestinien occupé, violant ainsi encore une fois le droit international. La Cour a rejeté même les arguments sécuritaires d'Israël. Elle a considéré que la construction du mur est contraire au droit international. On a donc demandé à Israël, ou plutôt on a rappelé à Israël qu'il existe un certain nombre d'obligations de droit international qui suggèrent l'arrêt des travaux, la destruction des portions situées en territoire palestinien occupé, et évidemment, la réparation des dommages causés par le tracé illégal. Je rappelle, et c'est très important, ce n'est pas le mur qui est illégal, mais son tracé. La Cour inscrit son raisonnement dans le futur évident de la construction d'un État palestinien. Toute sa décision implique cette création qu'au passage Israël devrait voir comme un atout sécuritaire et un problème en moins, plutôt que comme un danger. Le deuxième avis, en cours, ou qui est encore pendant, concerne les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé. L'Assemblée générale, invoquant l'ensemble des normes du droit international, demande à la Cour quelles sont les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l'autodétermination, de son occupation, de sa colonisation, de l'annexion prolongée du territoire palestinien occupé depuis 1967, des mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, etc., etc. Un nombre important d'États ont remis des exposés écrits, fait des observations lors d'audiences qui se sont tenues en février 2024. Je ne reviendrai que sur les exposés de la Palestine et d'Israël. Celui de la Palestine fait 150 pages, celui d'Israël 3 pages, traduisant ainsi une approche très différente. L'utilisation du forum pour avancer de nombreux arguments pour la Palestine, souhaitant guider la Cour vers une solution complète, le refus de la procédure pour Israël. Très sommairement, l'exposé israélien rappelle en premier lieu que 106 États sur 193 ont voté contre la résolution, se sont abstenus ou étaient absents. Israël condamne ensuite la formulation des questions posées, qui pose en préalable la violation par Israël du droit international, et ce sur le fondement d'affirmations biaisées ou erronées. Israël exprime encore le reproche de passer sous silence la menace sécuritaire permanente subie par Israël. Le fait que le retrait volontaire d'Israël de la bande de Gaza en 2005 a été suivi par la prise de pouvoir par le Hamas, qui a lancé des dizaines de milliers de roquettes contre les infrastructures et la population israélienne, et qui appelle à l'anéantissement de l'État. Les initiatives de paix ne sont pas non plus mentionnées. L'exposé ajoute que l'omission la plus stupéfiante est peut-être le fait de passer sous silence les accords israélo-palestiniens, dans lesquels les deux camps se sont mis d'accord pour régler toute la situation par la voie de négociations directes. De fait, pas plus tard qu'en mars 2023, dans un communiqué conjoint auquel on a associé l'Égypte, la Jordanie, les États-Unis, le gouvernement d'Israël et l'autorité palestinienne, tous ont réaffirmé
leur engagement, leur accord, qu'un règlement de toutes les questions en suspens se ferait par le dialogue direct. Effectivement, la demande d'avis à la Cour internationale de justice procède d'un geste politique. Ce geste vient contourner la volonté des parties de recourir à un accord négocié, imposant à celle-ci le recours à une juridiction. Or, en droit international, la seule règle qui s'impose aux États est l'interdiction du recours à la force armée. Les États peuvent choisir le mode qu'ils souhaitent de règlement des différends. Ils peuvent choisir la négociation, la médiation, une approche politique qu'on appelle non juridictionnelle. La seule règle, c'est que si les États négocient, ils ne sont même pas obligés de le faire. Ils doivent négocier de bonne foi, en cherchant réellement une solution, et non en cherchant à imposer leur seule vue. L'exposé palestinien, quant à lui, stigmatise l'occupation permanente du territoire par Israël, le déni du droit à l'autodétermination, l'existence d'atteintes aux droits de l'homme et un système discriminatoire. On peut résumer cet exposé en 4 points. Premier point, la Cour a compétence pour rendre cet avis consultatif. Deuxième point, Israël est responsable de graves manquements à des obligations de normes impératives du droit international, notamment par la menace ou l'emploi de la force armée, ce qui était un corollaire de l'interdiction de l'agression, une violation de l'interdiction de la discrimination raciale, de l'interdit de l'apartheid et de la violation du droit du peuple palestinien à son autodétermination. Troisième point, l'occupation menée par Israël visait dès le départ à coloniser et à annexer le territoire palestinien. Il y a donc maintenant un double régime favorisant les colons au détriment des droits fondamentaux du peuple palestinien. Quatrièmement, et en conséquence, Israël serait tenu de mettre fin immédiatement et inconditionnellement à l'occupation du territoire palestinien occupé. Israël serait obligé de démanteler les colonies illicites, d'abolir toutes les lois et les mesures discriminatoires dirigées contre le peuple palestinien des deux côtés de la ligne verte, de respecter les droits inaliénables du peuple palestinien, notamment son droit à l'autodétermination, le droit de retour des réfugiés palestiniens, de donner des assurances et des garanties au peuple palestinien et de réparer intégralement les préjudices causés par ces faits illicites. L'exposé, d'ailleurs, en profite pour rappeler à toute la communauté internationale les obligations qui seraient les siennes et non pas seulement celles d'Israël, de ne pas reconnaître la situation qui est ici dénoncée et de contribuer à son amélioration. Les juges, sensibilisés par ces nombreux exposés de ces nombreux États, rendront bientôt leurs décisions. Toutefois, cette procédure mérite une légère critique. Elle va cristalliser par définition des positions, puisqu'il faut demander le maximum aux juges pour obtenir peu. Et cette judiciarisation, espérons qu'elle ne constituera pas un obstacle au processus de règlement négocié ou politique. Il y a ici des choses à faire beaucoup plus efficaces que les condamnations ou les non-lieux judiciaires qui vont dresser des positions les unes contre les autres et seront peu suivies des faits. En conclusion, pour relativiser toute la situation judiciaire, quelles que soient les solutions retenues, une juridiction peut reconnaître des torts à des États, en particulier à Israël. Ce n'est pas une condamnation globale. Tous les États, à un moment ou un autre de leur existence, violent des règles du droit international. Même la Russie, agresseur de l'Ukraine, demeurera un partenaire pour la communauté internationale. On ne peut pas dissoudre un État ou le mettre au banc des nations. Israël demeure donc un partenaire pour la communauté internationale et doit s'inscrire pleinement dans le processus négocié de la création de l'État palestinien. On ne pourra pas écarter Israël et on ne pourra pas imposer à Israël une situation de fait par la force. Il faut associer l'ensemble des parties prenantes, notamment l'autorité palestinienne et le gouvernement israélien, lorsque l'un et l'autre seront capables de le faire, à la création d'une situation totalement sécuritaire et totalement bénéfique aux différents peuples occupant cette région. Le 24 mai, après une demande urgente de mesures conservatoires présentée par l'Afrique du Sud, la Cour internationale de justice de La Haye a rendu ses conclusions. La presse a majoritairement relayé, la CIJ ordonne à Israël d'arrêter immédiatement son offensive militaire à Rafah. Yann Jurovitz, pouvez-vous nous donner votre lecture des nouvelles mesures conservatoires qui ont été ordonnées par la CIJ le 24 mai et est-il exact d'en déduire, comme la presse a pu titrer, la Cour internationale de justice ordonne à Israël d'arrêter immédiatement son offensive militaire à Rafah? Je voudrais que vous reveniez sur le terme immédiatement. Parce que d'autres questions se sont posées au préalable devant la Cour internationale de justice, notamment le fait de savoir si elle devait rendre de nouvelles ou des mesures conservatoires supplémentaires par rapport à ce qu'elle a déjà demandé à Israël. Ici, l'essentiel que la presse veut bien retenir, c'est ce qui est demandé à Israël de cesser immédiatement son intervention à Rafah dans la mesure où elle créerait des conditions d'existence tendant à la destruction du groupe national palestinien. Ces termes ne sont pas du tout sortis de nulle part. Ils renvoient très clairement à l'article 2, paragraphe C de la Convention sur le génocide, qui rappelle que le crime de génocide peut être constitué matériellement par des conditions d'existence devant entraîner la destruction du groupe. Donc on en comprend qu'une opération militaire israélienne qui créerait de telles conditions est illégale et doit être suspendue. A contrario, une opération militaire israélienne qui ne crée pas de telles conditions n'est pas interdite par la Cour, elle n'est pas non plus autorisée, la Cour ne se prononce pas. Et c'est très intéressant parce que, et le juge israélien le souligne, pour la 4e fois, l'Afrique du Sud demande à Israël un cessez-le-feu. Pardon.
par l'intermédiaire de la Cour internationale de justice, bien sûr. Pour la 4e fois, la Cour internationale de justice se refuse à ordonner un cessez-le-feu. Non pas parce que le cessez-le-feu n'est pas une solution, mais parce que la Cour n'a pas cette compétence. Elle n'est saisie, je vous le rappelle, qu'en vertu de la Convention sur le génocide. Elle ne doit donc traiter que des questions juridiques qui découlent de cette Convention sur le génocide. D'accord, donc on comprend que la Cour n'ordonne pas de cesser le feu et ne demande pas à Israël d'arrêter immédiatement son opération à Rafah, mais d'arrêter son opération à Rafah dans le cas où ça mettrait en danger la population civile. Non, pas en danger. Dans le cas où cette opération créerait des conditions d'existence devant entraîner la destruction du groupe. Il y a une différence fondamentale entre le danger que subissent tous les jours les Palestiniens en recevant sur la tête des armes israéliennes. Il y a beaucoup de morts, vous le savez, beaucoup de victimes. On parle surtout des morts, on oublie qu'il y a beaucoup de gens qui sont blessés, des victimes qui perdent leur famille. Tout ça, c'est déjà une mise en danger. La rupture de l'aide, de l'assistance alimentaire, la perte des moyens de subsistance sont des mises en danger. On parle d'un génocide quand il y a une intention de détruire un groupe. C'est pour ça que la Cour renforce ce qu'elle a déjà dit dans les premières mesures conservatoires. Elle avait dit à Israël, grosso modo, attention à ne pas aller vers le génocide. Ici, plus ponctuellement et territorialement limité à Rafah, la Cour répète ce qu'elle a déjà dit, ne vous lancez pas dans une opération militaire dont la finalité serait génocidaire. Attention, dont la finalité et non pas le résultat. Parce que un génocide n'est jamais constitué par un résultat, mais toujours par une finalité. On peut rater un résultat et être quand même un génocidaire. C'est très important. Hein. La Shoah, par exemple, est un génocide, non pas parce qu'on a tué 6 millions de juifs, mais parce que les nazis en visaient 11 millions. Si les nazis avaient été moins compétents et s'étaient arrêtés à 10 000, 100 000 ou 1 million de morts, ça eût quand même été un génocide. Donc là, la Cour ne fait que préciser territorialement ce qu'elle avait déjà ordonné. Exactement. D'accord. Est-ce qu'il y a consensus au niveau des juges? Est-ce que vous pouvez, par exemple, nous développer la position de certains juges, notamment celle du juge israélien? Le juge israélien, il me plaît, il est très intéressant. Ses développements sont fins. Il s'oppose, il a voté contre cette fois-ci la totalité de ces mesures conservatoires, mais en expliquant sur des arguments juridiques qui, sur le fond, les juges sont majoritairement unis pour dire que, pour se montrer choqués par la violence militaire israélienne, choqués par le statut des otages, la volonté, on le sent, de trouver une solution, et pourtant la décision dans cette situation très difficile est d'une grande finesse. Le juge israélien vote contre en disant que la Cour en vient à faire ce qu'il appelle du micro-management de conflit. Il estime qu'il n'y a pas ici une situation nouvelle. Il y a déjà une situation d'utilisation de la force armée par Israël sur le territoire de Gaza. Le fait que l'armée accentue sa pression sur une ville ou sur une zone en particulier ne change rien à la situation, et il estime que les mesures conservatoires précédentes avaient déjà dit ce que la Cour répète ici, et qu'il était inutile de le répéter. Est-ce qu'il y a d'autres juges qui se sont prononcés contre? Oui, la juge ougandaise, je suis moins convaincu par ses arguments. Elle est vent debout sur la question du droit d'Israël à se défendre. Et là, c'est très intéressant. Ça revient à une des discussions que nous avons pu avoir d'ailleurs sur le droit d'Israël à se défendre. Oui, voilà. Est-ce que cette ordonnance dénie le droit d'Israël à se défendre? Non. Non, cette ordonnance ne se préoccupe pas du droit d'Israël à se défendre. Ce n'est pas son objet. Le droit d'un État à se défendre est prévu par deux sources essentielles. L'article 51 de la Charte des Nations Unies, qui rappelle le droit naturel à la légitime défense, et puis le droit international général, qui veut que sans même une disposition normative écrite, tout État ait naturellement le droit de se défendre. Alors un État a toujours le droit de se défendre. Personne ne peut restreindre cela. La question est de savoir quand un État a le droit de se défendre. Et le droit international est assez clair sur cette question. Une défense légitime est celle qui fait face à une menace, une agression en cours ou une menace imminente. Est-ce qu'Israël se trouve dans ce cas de figure? Alors, ici, je vais lever un certain nombre de difficultés. Il n'y a pas consensus sur cette question. Pour ma part, je pense qu'Israël n'est pas dans cette situation. De la même façon que les États-Unis n'étaient pas dans cette situation le 12 septembre 2001 en intervenant en Afghanistan. En fait, l'attaque terroriste du Hamas a eu lieu le 7 octobre. Le 8 octobre, les terroristes étaient encore présents peut-être sur le territoire, mais dès le lendemain, cette menace-là, cette agression-là,
a pris fin. Et est-ce qu'Israël n'a pas le droit de prévenir une attaque? La question de la prévention est très subtile en droit international. La défense peut s'exercer contre une menace à venir, donc une agression qui n'a pas encore eu lieu, dès lors que cette menace est imminente. Je vous donne 2 exemples concernant Israël. En 1967, les chars, notamment syriens et égyptiens, étaient aux frontières. Ils n'avaient pas encore pénétré le territoire israélien. Mais pourtant, ils constituaient une menace suffisamment solide qui permettait à Israël de conclure que si l'État attendait un peu plus longtemps, les chars allaient rentrer et Israël se retrouverait dans une situation quasiment suicidaire, en tout cas impossible en termes de défense. Israël a donc choisi d'agir par anticipation, de bombarder ses chars à ses frontières, avant même l'agression, et la communauté internationale lui a donné raison, puisqu'on est dans un cas qu'on appelle de légitime défense préemptive, autrement dit, face à une menace imminente. En revanche, quand on agit face à une menace plus lointaine, celle qui est plus hypothétique, celle surtout qui laisse le temps de réagir autrement, celle qui laisse le temps à la négociation, à la diplomatie, aux commissions d'enquête, alors cette légitime défense qu'on dit strictement anticipative est interdite en droit international. Certains voudraient qu'on puisse intervenir ceux qu'on appelle les plus bellicistes ou ceux qu'on appelle parfois les faucons. Les tirs de roquettes que le Hamas lance en permanence sur Israël ne peut pas rentrer dans ce cadre. Non. Israël peut en revanche engager ce qu'on appelle des mesures de police contre une situation unique. On constate un envoi de missiles. Israël peut immédiatement réagir face à cet envoi de missiles, mais ce n'est pas une intervention militaire globale en défense. C'est pas un recours à la force armée générale. C'est une opération ponctuelle qui vise soit à capturer ou à mettre hors d'état de nuire un combattant, un terroriste, un silo lance-missile, ou bien une opération qui viserait réellement à libérer les otages. Mais pour libérer les otages, faut-il intervenir sur le territoire de Gaza de façon globale? Je ne le pense pas. Il y avait une négociation possible, malheureusement, avec les criminels. N'oubliez pas que Israël part, en tout cas médiatiquement et juridiquement, avec un certain déséquilibre dans cette discussion avec le Hamas. Israël est un État avec des institutions, quels que soient ses dévoiements aujourd'hui, quelles que soient ses erreurs en termes de recours à la force armée notamment, quelle que soit sa politique, Israël reste un État construit de façon démocratique. En face, le Hamas est un groupe criminel, entièrement criminel. J'ajoute que dans sa déclaration complémentaire, le juge allemand se montre à la fois non convaincu des preuves de l'intention génocidaire soumise par l'Afrique du Sud, mais qu'en même temps, il s'estime non convaincu par Israël que l'État aurait mis en œuvre les moyens suffisants et nécessaires pour permettre la protection humanitaire des populations soumises au feu de son armée. Donc il fait le reproche double aux deux parties, disant qu'aucune des deux n'a apporté d'éléments de preuve à l'appui de ces revendications juridiques. Ça, c'est un premier élément intéressant qu'il convient d'ajouter à la lecture de la décision. Ensuite, un deuxième élément qui me surprend toujours autant, c'est le souci explicite que la juridiction montre dans chacune de ses décisions pour le sort des otages israéliens retenus par le Hamas. Pourquoi ça vous surprend? Parce que c'est pas le sujet. Parce que la Cour n'a pas vocation à se soucier de toutes les difficultés du monde. C'est un organe judiciaire qui doit se pencher uniquement sur les questions qui lui sont soumises, à savoir la requête sud-africaine qui demande ici un cessez-le-feu. Et pourquoi alors Est-ce que ça va changer que la Cour nous dise que le sort des otages est dramatique? Eh bien, je pense ici que c'est un rappel à une situation humanitaire catastrophique. C'est pour la Cour aussi une façon, tout en condamnant Israël de certains agissements, une façon pour la Cour de dire à Israël qu'on partage et qu'on comprend le sort réservé à certains de ses citoyens et qu'on a bien mesuré la causalité du recours à la force armée, même si on estime en droit international que le recours à la force armée n'est pas la bonne solution. La causalité est donc partagée, la souffrance israélienne est reconnue. On comprend dans ces situations-là qu'il y a une forme d'union nationale ou d'union sacrée, pour reprendre les termes consacrés,
d'une partie de la population israélienne, de la classe politique israélienne, visant à faire cesser une fois pour toutes cette menace permanente que cause le Hamas contre Israël, notamment en envoyant des roquettes jour après jour. On comprend tout ça. C'est une forme d'allégeance à la souffrance israélienne. Mais ça n'autorise pas Israël à intervenir. Très bien. Merci Yann Jurovitz. Je vous en prie.